Bienvenue dans cet épisode de Bouge ton âge, consacré aux grandes réalités du vieillissement en France. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble plusieurs moments charnières de la fin de vie. Ces instants où tout bascule, lorsque l'on quitte son domicile pour rentrer en EHPAD, lorsque la souffrance s'installe ou encore lorsque se pose la question du choix de sa propre mort. À travers ces thématiques, une même question traverse nos échanges. Comment accompagner avec justesse et humanité ces transitions de vie? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 8 étudiantes en psychomotricité, Lilou, Chloé, Léonie, Léane, Claire et Chloé. Nous aborderons d'abord les réalités de l'entrée en EHPAD, puis la question de l'aide active à mourir, avant de se questionner sur la place de l'alcool comme réponse possible à la souffrance et à la perte d'autonomie. Pour être heureux, on n'a pas besoin de choses extraordinaires. Bouge ton âge, le podcast du partage. Commençons par le premier grand sujet de ce podcast, les causes et réalités de l'entrée en EHPAD. Quelles sont les causes globales qui poussent une personne âgée vers l'institution ? Bonjour Catel, c'est souvent une accumulation de facteurs. Physiquement, le vieillissement entraîne une perte de capacité. 91% des résidents en institution présentent des limitations physiques. Cela peut être une chute, comme une fracture du col du fémur, qui rend le retour à domicile impossible. Le logement devient alors un obstacle, des escaliers infranchissables ou alors une salle de bain trop étroite pour accueillir un fauteuil. Il y a aussi le poids des maladies psychiques. Des pathologies comme Alzheimer ou la maladie à corps de Lewy demandent une surveillance constante, parfois jusqu'à 9 heures par jour pour les proches, ce qui devient épuisant et dangereux à domicile. Enfin, l'isolement joue un rôle clé. 2 millions de seniors sont isolés en France et 40% vivent dans des déserts médicaux où se soigner devient un parcours du combattant. Une fois la décision prise, on parle d'avantages. Qu'est-ce que l'EHPAD offre en termes d'accompagnement et de vie quotidienne ? Eh bien, le grand changement, c'est l'accompagnement pluridisciplinaire. Contrairement au domicile, où les aides passent de façon morcelée, l'EHPAD permet une coordination constante entre les médecins, les infirmiers et les rééducateurs. C'est un suivi personnalisé qui s'adapte rapidement si l'état du patient vient à se décliner. Et n'oublions pas les activités. Ce ne sont pas juste des occupations, ce sont des outils thérapeutiques. Des activités collectives sont mises en place pour stimuler la mémoire, maintenir la mobilité et surtout rompre la solitude. Pour des personnes accueillies, ces stimulations sociales et mentales sont essentielles. L'EHPAD transforme aussi la relation avec la famille. On voit souvent des proches qui, déchargés du rôle d'aidant, épuisés, retrouvent une relation plus sereine et calme avec leurs parents. Comme ce fut le cas pour Madame B, qui a vu sa maman devenir plus souriante après son entrée. Justement, parlons du ressenti de ces personnes âgées. On imagine que c'est difficile, mais est-ce que le ressenti peut être positif ? Soyons honnêtes, l'entrée est rarement un choix délibéré. C'est souvent une décision subie par la pression de l'entourage pour des questions de sécurité ou de financement. Cela peut être vécu comme une perte de liberté et de repères. Le côté positif ne vient pas d'une envie soudaine de changer de vie, mais plutôt d'un sentiment de soulagement face à l'insécurité. Certaines personnes qui vivaient dans l'angoisse de tomber seules chez elles finissent par trouver une forme de paix dans la sécurité de l'établissement. Il y a aussi un cas très touchant, celui des couples. Parfois, le conjoint autonome choisit délibérément l'EHPAD pour rejoindre son partenaire malade. Pour eux, le positif, c'est de préserver leur union et d'éviter l'isolement conjugal, même dans un nouveau cadre de vie. C'est donc une transition complexe entre la perte de son chez-soi et la recherche d'une sécurité rassurante dans ce nouveau quotidien. Merci à vous deux pour ces explications très claires. Ce regard bienveillant que nous évoquions, celui qui soutient sans peser, celui qui laisse à chacun l'espace d'exister, nous invite naturellement à explorer une autre forme de souffrance, souvent invisible. Car avant même que la question de la fin de vie se pose, il y a le quotidien de nos aînés. Ces longues heures de silence, ce sentiment d'être un fardeau, cette douleur qui s'accumule sans toujours trouver de mots. Et parfois, pour y faire face, certains seniors trouvent dans l'alcool un refuge. Non pas par vice,
mais par détresse. Pour approfondir cette réalité, nous allons maintenant donner la parole à Claire et Léane. Elles vont nous expliquer comment, pour certains seniors, l'alcool devient un moyen de combler le silence et anesthésier le mal-être social, physique et psychique. C'est précisément ce vide émotionnel et ce manque de soutien qui constituent un terrain fertile pour d'autres problématiques de santé publique. Lorsque la solitude et la souffrance deviennent trop lourdes, d'autres formes de refuge peuvent apparaître. Pour approfondir cette réalité, nous allons maintenant donner la parole à Claire et Léane. Elles vont nous expliquer comment, pour certains seniors, l'alcool devient un moyen de combler le silence et anesthésier le mal-être social, physique et psychique. Bonjour. Il est important de rappeler que cette dépendance se définit par une perte progressive de contrôle sur la consommation, qui devient centrale dans la vie de la personne au détriment de ses activités sociales ou personnelles. Qu'est-ce qui pousse une personne âgée à basculer vers cette consommation ? Les causes sont multiples, mais la solitude et l'isolement sont au cœur du problème. Le vieillissement entraîne souvent une diminution des capacités physiques et une perte d'autonomie. Avec la fin de la vie professionnelle et la perte progressive des amis ou du conjoint, le senior subit une véritable rupture sociale. L'absence d'un environnement social stable est un facteur de risque majeur. On parle aussi de facteurs de stress spécifiques à cette période de la vie. Absolument. Les seniors font face à des événements très déstabilisants, comme des difficultés financières liées à la retraite ou encore des changements brusques dans le quotidien. Tout cela génère un stress intense et altère la régulation émotionnelle. Dans ce contexte, l'alcool est souvent utilisé comme un simple moyen d'apaisement. Et quel est le regard des proches sur cette situation ? On imagine que c'est difficile pour eux d'intervenir. C'est complexe. On observe souvent ce qu'on appelle une attitude permissive. Parfois, par une forme de compassion mal placée, l'entourage tient des discours comme « il ne lui reste plus rien » ou « on ne va pas lui empêcher ça ». C'est une forme de bienveillance en quelque sorte ? Oui, mais c'est une bienveillance risquée. Cette tolérance contribue en réalité à banaliser la consommation. Au lieu de protéger la personne, cela ne fait que renforcer sa vulnérabilité face au risque de la dépendance, car le signal d'alerte n'est jamais donné par les proches. L'alcool peut-elle devenir pour eux un outil de consolation, de soin ? C'est là qu'on touche au cœur du problème. Oui, il arrive fréquemment que les traitements médicaux classiques s'avèrent insuffisants pour soulager une douleur physique ou psychique persistante. Dans ces moments d'impasse, l'alcool est alors utilisé comme une forme d'automédication, une manière de chercher un soulagement immédiat là où la médecine ne paraît pas suffisante. Donc, est-ce que ce recours à l'alcool est facilité par un certain contexte culturel ou générationnel ? Tout à fait. C'est particulièrement vrai pour la génération du baby-boom. Pour ces personnes, l'alcool a longtemps été culturellement valorisé et intégré aux habitudes quotidiennes. La tolérance sociale de cette époque donne accès à une consommation abusive plus facile et moins stigmatisée. En plus, le mode de consommation des personnes âgées est quotidien en comparaison des jeunes qui est plus ponctuel. L'intrication de ces éléments complique ensuite le repérage de la dépendance qui passe inaperçue. On comprend ainsi que la consommation d'alcool n'est pas par simple plaisir, elle répond à un besoin, à une souffrance non comblée. Ces souffrances ne sont pas seulement individuelles, elles sont co-construites par notre société et le regard stigmatisant qu'elle porte sur la vieillesse. Cette consommation excessive n'est pas sans conséquence, elle a un impact majeur sur le métabolisme mais aussi sur l'aspect psychique et social. Qu'il s'agisse d'isolement ou de dépendance à l'alcool, comprendre ces mécanismes est essentiel pour mieux accompagner nos aînés face à ces enjeux de santé publique. Merci à Laetitia, Jade, Léane et Claire pour leur précieux éclairage. Au cœur de notre deuxième sujet, peut-être encore plus sensible, l'aide active à mourir. Derrière les débats législatifs se cachent des réalités humaines tout aussi profondes. Nous ne parlerons pas de loi mais de vécu. Ce débat interroge notre rapport à la vieillesse et à la liberté individuelle dans notre société. Pour cela, Léonie et Chloé vont maintenant nous accompagner dans cette réflexion. On entend souvent le mot dignité dans les deux camps du débat. Selon vous et selon vos sources, que recouvre exactement ce terme pour une personne âgée ? La dignité, c'est le sentiment d'être reconnu et traité comme une personne entière, même dans une situation de fragilité extrême. Pour les professionnels, elle est souvent liée au degré de dépendance, notamment pour les gestes de l'intimité. Pour le patient lui-même, la dignité réside dans le refus d'une vie perçue comme dégradante ou d'un corps dégradé. L'accès à l'aide active à mourir est soumis à 5 critères cumulatifs et stricts. Être majeur,
résider en France de façon durable, exprimer une demande claire et éclairée, ce qui implique un discernement intact, être atteint d'une maladie grave et incurable, et avoir un pronostic vital engagé à court ou moyen terme avec une souffrance psychique ou psychologique réfractaire que les traitements ne peuvent apaiser. Il s'agit de ne pas être réduit à sa maladie. Cependant, il existe un point de vigilance éthique. Le sentiment de perdre sa dignité peut être influencé par le regard social. Certaines personnes peuvent demander à mourir parce qu'elles se sentent inutiles, dérangeantes ou de trop pour leurs proches. Mais ce n'est pas toujours le cas. La demande peut aussi être liée à d'autres facteurs. La perte d'autonomie, les douleurs physiques ou psychiques persistantes, l'isolement social ou encore un profond sentiment de perte de sens dans la vie. L'enjeu est donc de protéger la dignité tout en s'assurant que la décision de la personne est réellement libre et réfléchie. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en mai 2025 définit un cadre très précis. Qui pourrait concrètement demander cette aide? L'accès à l'aide active à mourir est soumis à 5 critères cumulatifs et stricts. Être majeur, résider en France de façon durable, exprimer une demande claire et éclairée, ce qui implique un discernement intact, être atteint d'une maladie grave et incurable, et avoir un pronostic vital engagé à court ou moyen terme avec une souffrance physique ou psychologique réfractaire que les traitements ne peuvent apaiser. Cela concerne donc des profils très spécifiques. Oui, en effet, cela vise particulièrement les personnes souffrant de maladies neuroévolutives comme la maladie de Charcot, de pathologies dégénératives avancées ou de polypathologies sévères qui créent une dépendance marquée. Le texte précise que l'évaluation doit être faite par un médecin, assisté d'un spécialiste et d'un infirmier pour garantir que la volonté du patient est réelle. Vos recherches montrent que l'allongement de l'espérance de vie change notre rapport à la mort. Pourquoi cette demande est-elle si présente chez les seniors? Parce que la vieillesse cumule souvent plusieurs vulnérabilités. Il y a la vulnérabilité physique, perte de mobilité, fatigue extrême, mais aussi psychique, anxiété, perte de sens, et sociale, isolement, décès des proches. Paradoxalement, savoir qu'une solution extrême existe peut apporter un apaisement profond. Le simple fait de savoir qu'il y a un choix possible permet parfois de faire disparaître la peur de mourir et de vivre plus sereinement ces derniers instants. Que ce soit à l'entrée d'un EHPAD ou aux derniers instants d'une vie, ce qui compte, c'est le regard que nous posons sur nos aînés. Un regard qui peut être source de soutien ou de pression silencieuse. La dignité ne se décrète pas. Elle se construit dans chaque geste, chaque décision, chaque espace laissé à la personne pour exister malgré la maladie, malgré l'âge. Au fil de cet épisode, nous avons traversé des réalités complexes, parfois silencieuses, mais profondément humaines. De l'entrée à l'EHPAD à la question de la fin de vie, en passant par l'isolement et les conduites addictives, ces parcours nous rappellent combien chaque histoire mérite d'être entendue et accompagnée avec attention. Merci à toutes pour vos réflexions et vos éclairages, et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Bouge ton âge.